Bonjour, on est le 10 juillet 2018. Euh, il fait un peu maussade aujourd'hui alors qu'il a fait très très bon depuis 2-3 mois. On a eu des fortes chaleurs. Bon, voilà que le temps devient un peu plus maussade. Ben, en fait, voilà, malgré un 10 juillet, on va un peu plus respirer parce que c'est vrai que quand il fait trop chaud, les gens n'aiment pas trop la chaleur parce qu'on ne se sent pas forcément très bien quand il fait très très chaud. Notamment quand on a une habitation, je veux dire, qui est isolée et qu'on n'a pas d'air conditionné, ben, je pourrais me croire que vaut mieux rester à l'extérieur qu'à l'intérieur. Enfin, ça c'est pour la petite histoire. Bon, ici je vais parler de l'ensemble vide. Et en même temps, hein, par, voilà, par logique, on retombera aussi le fait de parler d'ensemble vide revient à parler en fait du zéro. Du zéro. Voilà. Donc, si on peut un petit peu philosopher, de se dire que tout le monde sait très bien que la nature, en général, elle a horreur du vide, hein. Bon, l'environnement, la nature crée, je veux dire, la plupart du temps, hein, un environnement, je veux dire, avec des arbres, un environnement avec de l'herbe, un environnement avec du sable, enfin, si on est dans un désert avec du sable, un environnement, enfin bref, elle crée un environnement. La nature crée un environnement. C'est-à-dire que la nature a horreur du vide, elle n'aime pas le vide. Donc elle va travailler d'une certaine manière pour faire donner de la vie, euh, se battre contre, on va dire, une forme de vide, une forme de vide. Elle va se battre contre une forme de vide pour créer. Et si on regarde l'espace, fatalement, ouais, c'est du vide. L'espace, c'est énormément de vide. Mais dans ce vide, il y a énormément de planètes. Le problème, il est là. C'est que, en fait, c'est un ensemble. euh, L'espace, c'est du vide, énormément de vide, mais avec énormément de planètes aussi. Donc, en fait, c'est pas que du vide complet. Voilà. Si je prends, par exemple, les atomes, oui, c'est vrai que j'avais calculé un électron enfin, un électron, et la distance électron-noyau, l'hydrogène, j'avais fait pour l'hydrogène, et on avait vu effectivement, c'est énormément de vide. Ouais, c'est du vide, mais on retrouve quand même un noyau, on retrouve un électron qui gravite, et quel électron va jouer un rôle fondamental pour s'allier avec, bien qu'il y a du vide, cet électron va jouer dans ce vide immense, va tenter de créer, je veux dire, une liaison avec un autre atome pour avoir une liaison moléculaire, pour faire une liaison moléculaire pour s'allier. Donc, bien qu'il y ait du vide, le seul électron qu'il a ici, ben, il va, il va jouer un énorme rôle par rapport au vide qu'il y a. Donc, on voit bien que la nature a horreur du vide, que ce soit au niveau des électrons, au niveau des planètes, au niveau de la nature environnementale, etc. Bon, la nature a tendance à engendrer pour, on va dire, faire en sorte que le vide soit comblé, mais pas complètement, mais en petite partie. Le vide soit en petite partie comblé. Comblé par quoi? Par des planètes, parce que quand on regarde l'espace, ce ne sont que des planètes. Comblé par quoi? Par des électrons. Hein, comblé par quoi? Si je prends des atomes, ben, comblé par des électrons. Comblé par quoi? Ben, si je prends la Terre, par des arbres, voilà, des arbres de toutes sortes, de variétés, que ce soit des arbres fruitiers ou non fruitiers, que ce soit voilà, des animaux ou des végétaux. Voilà, donc en fait, il va y avoir, je veux dire, une lutte incessante pour, on va dire, faire en sorte que le vide soit combattu à une certaine échelle, parce que l'échelle du vide est immense. Voilà. Donc, euh, de toute façon, euh, si on imagine par exemple un monde complètement vide, non pas avec du noir, mais avec du blanc. Imaginez-vous de vivre dans un monde vide uniquement de blanc. Ouais, je veux dire, c'est invivable. On va dire que c'est invivable. Donc, on va dire que hum, le vide, en réalité, était comblé pour donner une certaine, je veux dire, une certaine vie au vide, au vide. Donc, bien qu'il y ait du vide, le vide est animé d'une certaine, je veux dire, vie. Quelle est cette vie? Bon, moi, j'ai pas la même interprétation de la vie qu'on donne dans les définitions. Pour moi, la vie, c'est euh,
les planètes vivent, par exemple. Si je prends les planètes, pour moi, elles vivent. Elles ne sont pas là pour faire établir un décor. Elles travaillent, elles ont des interactions matière-énergie, donc elles vivent à leur manière. Bien, mais elles vivent pas comme un être humain, voilà, qui doit manger. Voilà, si quelque part, oui, l'être humain il mange pour avoir de l'énergie, mais il y a des interactions énergie-matière aussi au niveau des planètes. Donc, elles mangent à leur manière. Elles mangent pas qu'une bouche, je veux dire, voilà, un système digestif, etc., etc. Non, il n'y a pas de transformation, mais il y a des autres transformations qui ne sont pas celles des animaux. Voilà, des animaux. Voilà. Et qui ne sont pas celles forcément des végétaux avec la photosynthèse. Donc voilà. Donc même malgré tout, les planètes vivent. Mais on a donné une mauvaise attribution de la notion de vie. On dit que les végétaux, les animaux font partie du vivant, alors que les roches ne font pas partie du vivant. Or, les roches vivent. Ouais, parce que je veux dire, euh, les premières roches ont été créées, c'est ça qui a permis la vie. Sans les roches, je veux dire, sans voilà, les interactions spatiales, de création de planètes, eh bien, la vie n'est pas possible, puisqu'il faut d'abord créer une planète avant de créer les animaux et les végétaux. Donc il faut une planète, donc il faut des roches. Sans roches, je veux dire, on ne peut pas parler de vie. Voilà. Voilà. Donc pour moi, tout vit, tout vit. Tout ce qui est dans le non-vide, ben, c'est vivant, c'est du vivant. Voilà. Bon, alors ici, vous comprendrez que je peux philosopher énormément sur ça. Mais je vais juste dire que euh, la nature, tout simplement, euh, a horreur du vide. Bon, donc c'est-à-dire qu'elle a horreur de l'absence de toute matière, de l'absence de toute matière. Il y a toujours quelques... Si vous prenez les planètes, ben, il y a des formations de planètes, bien sûr des planètes qui meurent et des planètes qui, qui se créent et qui vivent et elles font leur temps. Et puis voilà, avec toutes les interactions chimiques, physico-chimiques qui s'y passent, c'est-à-dire des transformations de matière qui se font en fonction de températures énormes. En fait, c'est le four. Le four, ouais, il y a condensation des matières, etc., etc. Voilà, et à certaines températures, il y a des créations de nouvelles matières sur certaines planètes. Voilà, et c'est le four, c'est l'énergie qui va faire en sorte qu'il y aura création quand je dis énergie, grâce à la chaleur établie, qui va avoir création d'atomes, d'atomes de fer, de platine, d'or, ce que vous voulez, à des températures bien précises. En fait, il y a une alchimie qui se fait par une création, voilà, qui fait qu'à des températures, on a création de matière. Voilà. Donc, l'énergie va créer de la matière. Voilà. Euh, et la matière peut créer de l'énergie parce que si je prends une réaction de combustion, ben, il y a une certaine chaleur qui va s'y dégager. Donc, quelque part, s'il y a de la chaleur qui va s'y dégager, ben, on peut dire que la matière va créer de l'énergie, mais l'énergie crée aussi de la matière. Voilà. Donc, en fait, il y a une interaction énergie-matière pour justement éviter, je veux dire, pour justement contrer ce vide et pour créer de l'existence, c'est-à-dire de la vie. Et pour moi, je vous dis encore une fois, je répète, j'ai pas la même notion de vie comme les définitions qui sont données dans les dictionnaires qui définissent la vie comme étant, je veux dire, les cellules vivantes, animales et végétales. Alors, de ce côté-là, je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, les roches ont aussi des électrons, et je veux dire, font des interactions matière-énergie, mais à leur façon. Voilà. Il y a toujours des électrons qui tournent dans les roches, hein. Des électrons qui tournent dans les roches, puisqu'il est composé de matière, et dans toute matière, il y a des couches périphériques atomiques, avec des électrons qui tournent, que ce soit n'importe quel type de roche, même si on touche une roche, on ne voit pas que ça tourne les électrons, on la touche, on voit que c'est solide, et que je veux dire, on n'y voit rien de spécifique, mais il y a bien, je veux dire, les roches interagissent avec la matière, avec notamment au niveau de l'énergie matière, notamment au niveau des volcans, en s'associant à des gaz pour donner, par exemple, des oxydes, etc., etc. Ben, bref, je veux dire, enfin, quand je parle de solides, hein, des métaux solides, ben, c'est le cas aussi des non-métaux, des non-métaux qui vont interagir avec l'oxygène pour former des oxydes, etc., etc. Donc, la matière vit. Elle s'associe avec d'autres matières euh, pour former de nouvelles matières. Hein, voilà. Certaines sont soumises à des températures énormes, soit parce qu'elles se trouvent dans une, comment est-ce qu'on appelle ça, dans, dans une étoile ou dans un volcan, voilà, soumis à la température et que la température va jouer ses rôles, je veux dire,
voilà, de fusion, de condensation, etc., etc. Voilà. Donc en fait, on a tout des laboratoires chimiques qui se font naturellement dans les volcans, dans, dans certaines planètes, les étoiles, etc., qui font qu'il y a des transformations de matière, et donc la matière vit. C'est contrairement à ce qu'on dit qu'il n'y a que la cellule animale, la cellule végétale qui vivent. Non, c'est pas vrai. Tout vit. Dès le moment où vous avez des interactions matière-énergie, ça vit. Mais l'interaction matière-énergie pour les cellules animales, ben, elles sont obligées d'avoir une bouche pour ingurgiter la matière et pour être transformée, je veux dire, via l'estomac, le foie, etc. Et donc disséquer en aliments, en nutriments pour passer, je veux dire, dans le sang et envoyer ça dans toutes les parties du corps. Voilà, toutes les parties du corps ont besoin, je veux dire, bien sûr, d'oxygène, voilà, et de réserves d'énergie telles que sucre, graisse, etc. Voilà, donc en fait, pour moi, ici, je vais prendre dans le cas de figure ici que vous avez les interactions de vie matière-énergie. La vie, pour moi, c'est ça, interaction matière-énergie, c'est la vie. Donc les planètes vivent, pour moi, pas pour la définition donnée par rapport aux êtres vivants. Hein, les êtres vivants sont définis comme tels, comme les cellules animales et végétales, comme je vous ai dit. Et donc moi, je m'externe un petit peu de cette définition-là pour faire en sorte que tout ce qui vit, c'est tout ce qui est matière, tout ce qui est matière et tout ce qui est énergie et interaction, bien sûr, matière-énergie. Voilà. Maintenant, si je prends par exemple euh, la vie, la vie, bon, c'est un ensemble, la vie c'est un ensemble, on va dire, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si un ensemble, si un ensemble, bien sûr, il y a le vide, hein, il y a le vide, mais il y a des matières et énergies. Donc, si un ensemble est formé d'éléments, ben pour moi, il y a existence. Qu'est-ce que c'est que l'existence? L'existence, c'est un ensemble formé d'éléments. Donc, quand on a un ensemble formé d'éléments, il y a existence. Ce que je noterai par la formule, enfin le symbole mathématique E existant, E, hein, existence, un E à l'envers, qui veut dire existence. Il y a l'existence, il y a, bien sûr, vous comprendrez, on a un ensemble formé d'éléments. Alors, je dirais que sitôt il n'y a plus d'éléments, il n'y a plus d'existence. Fatalement, il n'y a plus d'éléments, donc il n'y a plus d'ensemble. Donc, si j'ai un ensemble composé d'éléments, ben, ça veut dire que euh, l'ensemble existe. Voilà. Si maintenant l'ensemble ne contient plus d'éléments, l'ensemble ne contient plus d'éléments, il y a ce qu'on appelle la non-existence. Voilà, qu'on indique par ceci. Voilà. Donc ici, j'ai des éléments d'un ensemble que je vais appeler A, et là, un ensemble que je vais appeler là. Là, il n'y a aucun élément. Là, l'ensemble existe. Pourquoi? Parce que il contient des éléments. Là, l'ensemble B n'existe pas parce qu'il n'y a aucun élément. Il n'y a aucun élément. Un ensemble existe pour autant qu'il existe au moins un élément. Au moins un élément. Donc, vous comprendrez qu'ici, il y a deux on va dire, au niveau binaire, il y a deux possibilités. Soit un ensemble existe, soit un ensemble n'existe pas. Bon, bien sûr, je pourrais faire une analogie avec la vie sur Terre. Par exemple, si je prends les êtres vivants tels que définis par les cellules animales et cellules végétales, hein, la vie, voilà, et si je prends les animaux, et notamment les êtres vivants, tous les êtres vivants qui sont les animaux, et notamment l'être humain qui est un être vivant, et donc un animal, fait partie des animaux, voilà, de la classe des animaux, eh bien, tous les animaux ou même les êtres vivants répondent à une condition binaire comme ceci, où à un moment donné, il existe et à un moment donné, il n'existe plus. En fait, quand il existe, on dit qu'il vit, et quand il n'existe plus, ben, on dit qu'il
qu'il est mort. Voilà. Donc un être humain vit s'il existe, et un être humain est mort s'il n'existe plus. Voilà. Bon, maintenant, si on devait philosopher encore un peu plus par rapport à cette vie et cette mort, ben, si je prends une échelle d'un être humain, là, il naît ici à une date X, et là, il meurt à une date Y. Donc voilà, ça c'est sa mort. Et là, on peut dire qu'il existe. Entre la naissance et la mort, il existe. Au-delà de sa mort, il n'existe plus. Et avant sa mort, il n'existait pas. Donc, en fait, on a une existence ici, entre la naissance et la mort, et une inexistence qui est le même état avant la naissance et après la mort. Dans ces deux mêmes états. Donc, c'est deux états qui signifient la même chose, c'est-à-dire la non-existence. Bon, maintenant, si ce n'est qu'ici, le temps continuant pour les vivants, bien sûr, là, ce sont les vivants, bien sûr, qui continuent à vivre à ce temps-là, en ce temps-là, ben, le non-existant devient pour les vivants, enfin, l'existant pour le vivant devient, bien sûr, un temps passé. Et un temps passé devient ce qu'on appelle des illusions. Voilà. Donc, l'être humain devient une illusion par le temps passé. Une illusion, c'est-à-dire que vous n'avez plus que des images des temps passés. Donc tout ce qui est passé est une illusion. Comme dans l'espace, il y a énormément d'illusions qui se font au travers je veux dire de l'espace. Bon, autant dire que le monde est peut-être, je veux dire, une forme d'illusion. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, revenons à nos moutons. Euh, Tout ça, ça fait penser à quoi? Ben, ça fait penser, quand je dis il existe, il n'existe pas, mais ça fait penser à, on va dire, un existant et un non-existant, c'est-à-dire une absence, une présence et une absence. Bon, maintenant, si on retourne dans l'arithmétique, ça fait trop penser à quelque chose que vous comprendrez. L'absence fait penser on va dire, l'absence d'ensemble relatif à plus aucun élément. En fait, arithmétiquement, ce serait l'équivalent en arithmétique de l'absence, c'est-à-dire du zéro. Absence d'éléments dans un ensemble, mais ça fait penser au niveau arithmétique au zéro. Ça fait penser, voilà, ça fait penser. Bon, est-ce que le zéro existe? Est-ce que le zéro existe? C'est une question qui peut être posée parce que ce serait de dire que est-ce que le rien existe? Est-ce que le rien existe? Ici, vous voyez que l'ensemble, j'ai dessiné un ensemble, mais il n'y a rien dedans. Mais j'ai quand même un ensemble. Donc en fait, le rien me fait faire dessiner quelque chose. Le rien qu'il y a dedans dans l'ensemble B me fait faire dessiner l'ensemble alors qu'il n'y a rien. C'est un ensemble vide. Alors que j'ai dû dessiner, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, un patatoïde comme ceci, que j'ai nommé B, mais il n'y a rien dedans. Eh bien, c'est comme ici, ben, le rien, je dois pouvoir le mentionner par quelque chose. Le rien mentionné par quelque chose, ça fait bizarre. Hein, on va dire, je ne sais pas si je peux utiliser l'expression anti quoi, antinomique. Le rien fait apparaître quelque chose, fait apparaître un symbole spécifique. Bon, maintenant, tout dépend. Donc, tout dépend l'utilité. Tout dépend de l'utilité. Bon, vous savez très bien que dans l'histoire, on a créé le rien. Le rien par bien un symbole qui est le zéro. Le zéro. C'est-à-dire qu'on a donné une existence, enfin une signification, un symbole à un élément qui représente le rien. Donc le rien est représentable, si vous voulez, représentable.
Il est représentable par le 0. Donc, 0, en arithmétique, ça signifie qu'il n'y a rien. Alors, si je fais du rien plus du rien, les 4 opérations, c'est plus moins fois divisé. Voilà. Le rien avec du rien, ça donne du rien, fatalement. Si on n'a rien au départ, que je lui rajoute du rien, il n'y a rien. Mais rajouter du rien, ça veut rien dire. Je vous dis, ici, on tombe dans des expressions, enfin, dans des opérations antinomiques, parce que additionner du rien, c'est ne rien faire du tout. Enfin, c'est faire une opération alors que on devrait rien faire comme opération, parce que du rien avec du rien, ça donne du rien. Malgré tout, j'en fais une opération. Donc, ça voudrait dire que si j'en fais déjà une opération, que le rien existe. Voilà. Le rien plus du rien me donne du rien. Bah ouais, mais je fais une opération, et ce n'est pas rien de faire cette opération. Bon, idem, si je fais 0 moins 0, ça donne 0. Maintenant, si je fais une quantité 5 fois 0, ben, si j'ai du rien et que je fais 5 fois du rien, j'obtiendrai du rien. Fatalement, j'obtiendrai rien du tout. Si j'ai du rien, encore du rien, encore du rien, encore du rien, 5 fois, mais 5 fois du rien, ça fait du rien. Donc, pourquoi, je veux dire, se casser la tête à vouloir faire une opération alors qu'on sait bien que c'est du vide. Bon, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que 5 fois 0, on dit que le 0, bien sûr, en mathématiques, est absorbant. Il absorbe, le 0 absorbe le 5. Alors, le 0 va absorber le 5, il va le faire disparaître pour donner 0. Voilà. Maintenant, en division. Bon, si je fais 0 divisé par 5, ben, 0 divisé par 5, bon, c'est du rien divisé par 5. Encore une fois, on se casse la tête pour faire une opération alors qu'on part du vide. Si j'ai du vide, fatalement, en résultat, j'ai du vide. Hein. Donc, ça ne sert à rien de faire l'opération divisée par 5. D'écrire cette opération-là, c'est un petit peu écrire quelque chose alors que je joue avec du vide, du rien. Je joue avec du rien. Hein, et le rien, on l'a symbolisé. Donc, fatalement, si je l'ai symbolisé par quelque chose, hein, si j'ai quelque chose qui symbolise le rien, ben, fatalement, l'opération devra être écrite textuellement comme ça et ne représentera pas du vide. Voilà. Maintenant, si je fais 5 divisé par 0, là, c'est un petit peu embêtant. Pourquoi? Parce que la division par 0, ça voudrait dire que je vais prendre une partie et combien de fois de points relatifs à 0 je vais mettre dans la quantité, par exemple 5, dans une certaine quantité. Combien de fois de points 0 je vais mettre dans la quantité 5. Vous comprendrez que si ce ne sera même pas un point, parce qu'un point 0, c'est un non-point. Voilà, le 0, c'est un non-point. Maintenant, le point, c'est difficile à définir, le point. Voilà. Mais 0 est un non-point. Donc, combien de non-points je peux mettre dans 5? Mais vous comprendrez que si je prends un point qui tend vers 0, mais en fait, vous comprendrez que j'ai une infinité de points qui vont se mettre dans 5. Voilà. Une infinité de points. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que l'infini? J'en sais pas plus. Là, on retombe dans un autre débat. Voilà, donc vous comprenez que, bon, 0 qui veut dire absence, vide, rien du tout, mais vous comprendrez que ce 0-là, il faut bien que je le symbolise pour faire mes calculs. Voilà, pour faire mes calculs, je dois bien représenter du vide, enfin le vide, et représenter mon calcul, hein, et l'écrire. Alors que normalement, on a du vide. Du vide, on ne doit même pas calculer du vide parce que le vide va donner du vide d'office. Mais malgré tout, on a créé une écriture. Alors, le zéro, vous voyez que comme il a fallu que certaines, on va dire certaines civilisations n'ont pas tenu compte de ce fameux zéro. Voilà, pendant longtemps, puisqu'il concernait du vide et donc l'absence de rien du tout. Donc, il était difficile pour eux de faire comprendre qu'il fallait intégrer dans des notions agraires, des notions de comptabilité, bon, d'autres notions de calcul, du vide, puisque c'est du vide. Et je comprends qu'ils ne comprennent pas cette écriture, qu'ils ne comprenaient pas à ce moment-là cette écriture-là, puisqu'en fait, ils intégraient le vide comme bon, du vide. Le vide, c'est du vide. On ne peut pas y faire une écriture avec du vide. Donc je comprends qu'à un moment donné, ils n'avaient pas intégré le zéro dans leur calcul.
Et ça, je veux dire, c'est de nombreuses civilisations, hein, notamment les grandes civilisations qui ont apporté les mathématiques, telles que les Grecs et les Romains, ben, n'intégraient pas ce fameux zéro. Ce fameux zéro. Donc, quand ils faisaient leurs calculs, il n'y avait pas de zéro ni dans leur écriture, ni dans leur calcul. Voilà. Et ça, bien que ces Grecs et ces Romains, très grands mathématiciens au passage, eh bien, ne l'ont jamais posé comme problème en tant que tel, malgré leurs grands philosophes qu'ils avaient. Ils avaient des grands philosophes et des grands mathématiciens, et à aucun moment, je veux dire, ils n'ont pensé, je veux dire, faire preuve d'intégrer du rien du tout dans des opérations. Dans des opérations. Bon, bien sûr, vous comprendrez que qui l'ont intégré, ben, il y avait des civilisations qui ont intégré le rien, qui ont compris l'écriture du rien. Il fallait savoir écrire, avoir donné une signification, l'écriture signifiante au rien. Et qui l'ont fait? Ben, les Chaldéens, les Hindous, les Arabes, les Mayas, ben, eux se sont engouffrés dans cette espèce de, je veux dire, de logique d'écrire le rien, d'écrire le rien. Ouais, euh, à tout leur avantage, tout leur avantage. Et donc, euh, les Arabes l'utilisaient, hein. D'ailleurs, c'est Fibonacci qui l'a ramené, je veux dire, puisque Fibonacci vivait bon, dans des contrées, je veux dire, c'était un grand mathématicien qui vivait dans des contrées, je veux dire, et avait beaucoup d'interactions avec les mathématiciens, notamment arabes, et donc apporté, je veux dire, ce fameux zéro, je veux dire, en Europe, Fibonacci, et qui l'ont utilisé notamment en comptabilité. Bon, la mathématique ne sert pas qu'à la comptabilité, hein, à l'agriculture, aux opérations de construction de bâtisses, etc., en architecture, il y a plein d'endroits où on utilise les mathématiques, et notamment maintenant, les mathématiques, c'est un outil puissant pour tous les domaines scientifiques. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Et donc, auparavant, il y avait déjà de nombreux domaines où les mathématiques étaient utilisées et où ils avaient intégré le zéro, où Fibonacci a commencé, je veux dire, à montrer que le zéro avait euh, son vivant malgré son rien. Voilà. Bon, donc certaines civilisations ont ignoré le zéro pendant un certain temps, jusqu'à, bien sûr, Fibonacci, quand il est arrivé en Italie. euh, euh, le but de créer un zéro, bon, ça crée, on va dire, un système, on va dire, plus cohérent. Donc, en représentant le zéro, en représentant le vide par un symbole, et en faisant des opérations avec, je veux dire, ce vide, eh bien, euh, on crée un système cohérent et on va dire, aide énormément à la mise en place, je veux dire, notamment dans un système de numération, notamment comme on utilise la base 10 à 10 doigts. Base 10, pourquoi? Parce qu'on a 10 doigts. Eh bien, ça aide énormément dans le système de numération, ce fameux zéro. Voilà. Et quand on regarde bien la démarche d'attribuer, je veux dire, une signification au zéro, de donner un symbole au zéro, et donc de montrer que le vide existe, que le vide, je veux dire, on peut le représenter, qu'on peut représenter le vide, qu'on peut en faire des calculs, mais c'est une démarche audacieuse. euh, voilà. Donc, c'est une démarche audacieuse. Pourquoi? Parce que on a créé, si vous voulez, un symbole, un signe, un mot qui existe en tant que le zéro existe en tant que euh, non-existence, résultat du rien, du néant, de l'inexistant, on va dire de l'absence, etc. Ah, donc en fait c'est une démarche audacieuse d'avoir créé ce symbole-là, si vous voulez. Voilà. Ouais, quand je parlais des Fibonacci, bon, les croisades aussi ont utilisé, je veux dire, on finit par s'accaparer le zéro et bien sûr se prêter au jeu et ont adopté comme une, voilà, les croisades ils sont prêtés au jeu et ont adopté le zéro comme une prouesse de voir les choses en grand, malgré le vide qu'il représente. Voilà. Voilà. Par exemple, si j'écris 1000, 1 million,
Mais vous comprenez qu'ici, c'est tout des zéros reflétant le vide, puisque 0 ça représente rien, mais dans un système de numération, il représente le très grand. Vous voyez? Donc en fait, euh, du vide on crée, la nature a horreur du vide on crée, je veux dire, euh, voilà, du très grand. Très grand. Donc c'est une prouesse que d'intégrer au travers du vide des significations, je veux dire, de nombres déjà très grands. Voilà. Donc du vide, on peut en faire de très grand. Si je n'ai mis que 1 million, j'aurais pu mettre plus, hein. Bon, on comprendrait que. Voilà. Bon, le zéro provient de l'arabe et se dit cifre. Cifre. Cifre, ça veut dire chiffre. Ça provient du mot chiffre. Le chiffre, bien sûr, dans la base décimale, les chiffres sont de 0 à 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà les 10 chiffres de la base décimale de 0 à 9 et permet d'écrire tous les nombres qu'on veut. Voilà. Bon, maintenant, 0 est un chiffre, oui, hein, mais 0 peut être un nombre. Ça dépend du signifiant et du signifié. Ça, bon, voilà. Ça dépend si 0 est pris en tant que signifié ou en tant que signifiant. Et ça, bien sûr, pour des raisons d'utilité, de commodité, de facilité, euh, de calcul, d'écriture, etc., etc. Bon, maintenant, revenons à nos moutons des ensembles. Si je prends un ensemble vide, si je prends B ici, il n'a aucun élément, vous voyez que je représente un ensemble, donc, hein, vous voyez, je représente quelque chose sans que j'ai un ensemble vide. L'ensemble vide, je devrais avoir ceci, vous comprenez? Mais non, on a signifié que l'ensemble vide, bon, voilà, on peut représenter malgré tout par un ensemble B. Voilà. Alors je dirais que j'utiliserai ce 0 pour dire que B ne possède aucun élément, c'est-à-dire que cardinal oméga égale 0. Donc ça veut dire que je n'ai aucun élément dans cet ensemble vide. Voilà. Cardinal B vaut 0. Donc vous voyez qu'il faut bien que j'intègre le vide pour dire qu'un ensemble, soit constitué d'éléments vides. Bon, attention que je peux écrire ceci. Hein. Voilà, ça aussi, bon, entre accolades, je répertorie tous les éléments dans l'ensemble, mais comme il n'y en a aucun, c'est l'ensemble vide. Maintenant, je peux écrire aussi que B égale phi, c'est une autre forme d'écriture qui représente le vide. Donc on peut représenter le vide. Le vide peut se représenter par quelque chose de concret, si vous voulez. Voilà. Ça veut dire c'est la lettre phi, B égale phi, et ça vient, ça vient des Scandinaves. Ça vient d'une écriture, c'est une écriture de l'alphabet scandinave. J'en sais pas plus, mais il faudrait aller voir sur internet. Le phi vient du scandinave. Voilà. Alors, les interprétations de tout ça, mais c'est qu'en fait, on a plusieurs manières de parler. Au niveau langage, je dirais que deux droites ici, D1 et D2, D1 est parallèle à D2. Bien sûr, c'est des parallèles distincts, parce que voilà, ils ne sont pas confondus. Deux parallèles distincts, D1 différentes de D2, hein, voilà, pour dire qu'elles sont distinctes, et D1 parallèle à D2. Bon, une manière d'interpréter la chose, c'est de dire que les deux droites sont parallèles, distinctes, distinctes, voilà. Bon, ça c'est une manière d'interpréter la chose. Si j'interprète d'une autre manière, parce que le langage me permet d'interpréter de plusieurs façons, les deux droites D1 et D2 ne se coupent pas. Voilà, c'est une deuxième interprétation que je peux donner, je vais dire, à ces deux droites. Mais une troisième interprétation, bon, je peux en interpréter de plusieurs manières. C'est ça que le langage, tous les langages en général, les langages sont riches. Les façons de parler, de dire les choses, d'interpréter les choses sont riches. Et donc, en voilà déjà deux, hein, deux droites parallèles distinctes. Les deux droites ne se coupent pas, mais maintenant, je peux parler en fonction du vide. En fonction du vide, qu'est-ce que je peux dire? Mais je peux dire que les deux droites ont un ensemble vide de points communs. Ils ont un ensemble vide de points communs. Voilà. Contrairement, si je fais ça, j'aurai un point. D1 et D2 sont séquents en A. Donc je dirais que D1 inter D2 égale le point A. Voilà. Voilà. D1 inter D2 égale le point A. Voilà. Donc l'intersection des deux droites, c'est le point. Maintenant,
au niveau français, c'est de dire qu'ils n'ont aucun point de droite. Ici, des 1 et des 2, qui sont, comme ils sont parallèles distincts, je peux dire qu'ils n'ont aucun point commun. C'est une façon d'interpréter les choses au niveau langage, mais c'est de dire aussi que des 1 inter des 2 égale, on vient de le voir, l'ensemble est vide. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, le langage peut interpréter, je veux dire, à sa manière. Oui, donc en fait, quand j'écris ceci, c'est tout simplement, tout bonnement, ceci, la lettre phi. Ceci. Je veux dire, ensemble vide. Voilà. Bon, maintenant, l'ensemble vide, quelque part, on a la nature a horreur du vide. Donc en fait, les mathématiques aussi ont horreur du vide. Bon, quand on fait ceci, comme ceci, les mathématiques n'aiment pas ça. Les mathématiques n'aiment pas ça. Ils ont horreur du vide aussi. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont tout simplement assurer pour dire qu'il n'y a vraiment aucun élément dans. Bien qu'on voit qu'il n'y a aucun élément, puisqu'en fait, voilà, il était vide. Mais les mathématiques ayant horreur du vide, ils symbolisent le vide par, je veux dire, l'absence d'éléments, c'est-à-dire par des hachures. Donc là, j'ai bien un B qui est un ensemble vide. Donc, l'idéogramme ici est l'ensemble, représenter ceci, quelqu'un qui voit ceci, l'idéogramme là représente, a une signification d'ensemble vide pour les mathématiciens. Attention que bon, l'idéogramme c'est pas forcément un patatoïde. Je veux dire, je peux m'amuser à faire un idéogramme qui est comme ceci. Voilà. Alors pour dire que cet idéogramme, que l'ensemble est vide, je ferai de la même manière. Je dirais, je hacherai l'ensemble pour dire que cet ensemble ne contient aucun élément et bien vide d'éléments. Bon, s'il contient un élément, on dit qu'il est élémentaire. On a un ensemble élémentaire, c'est-à-dire un seul élément, c'est-à-dire un singleton. S'il y a deux éléments, on a une paire. Voilà. Si on a trois éléments, un triplet, voilà, un sextuplet si on a 5 éléments, etc. Un sextuplet si on a 6 éléments. Et voilà. Maintenant, on peut avoir aussi, je veux dire, un ensemble peut avoir aussi des parties. Voilà, j'ai une partie là. Voilà l'ensemble A. J'ai une de ces parties qui est B, une autre de ces parties qui est C, une autre de ces parties qui est D. Voilà, donc on a des parties. Voilà, B est une partie de A, C est une partie de A, D est une partie de A. On peut avoir des parties d'ensemble. Bon. Alors vous allez me dire, ouais, est-ce que vous allez me dire, ouais, bon, un ensemble d'éléphants, si je mets des éléphants, un idéogramme qui représente des éléphants, enfin des vaches, on va dire des vaches, et un idéogramme qui représente, je sais pas moi, des poules. Voilà, je le fais avec des animaux. Voilà, là on a des vaches. Et là, on a des canards. Allez, des canards, on va dire, ça ressemble plus à un canard. C'est un canard. Donc ici, j'ai un ensemble de vaches, peu importe combien de vaches qu'on a, et là, un ensemble de canards. Vous allez me dire, est-ce que l'ensemble des vaches est égal à l'ensemble des canards? Ouais, toutes les personnes qui vont réfléchir diront que bon, non, une vache n'est pas un canard. Au niveau voilà, de l'ADN, au niveau de l'ADN, un canard et une vache, c'est pas la même chose. Voilà. Et au niveau morphologie, au niveau
de, voilà, de leur groupe, de leur famille, etc., etc., on peut dire que c'est pas de la même famille. Un canard et une vache, voilà, hum, c'est pas des mêmes familles. On voit déjà que la vache possède des cornes, alors que le canard possède des ailes. Euh, la vache possède 4 pattes et le canard possède 2 pattes. La vache est plus massique, le canard est moins massique. La couleur des vaches n'est pas forcément la couleur des poules. Enfin, bref, il y a toute une distinction qui font que une vache est une vache et une poule c'est une poule. Et on ne peut pas mélanger une vache et une poule. Et qu'une poule ne donnera jamais une vache et qu'une vache ne donnera jamais une poule. Donc on peut se dire qu'une vache et une poule, vache et canard, enfin c'est canard, je m'excuse, pas poule. On peut dire qu'une vache et un canard, c'est complètement deux ensembles différents. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Quand est-ce que les deux ensembles seront identiques? Il y a, à un moment donné, les deux ensembles peuvent devenir identiques. Alors comment? Eh bien, tout simplement, si je n'ai pas de vache, si l'ensemble de vaches est vide, si l'ensemble des vaches est vide et l'ensemble des canards est aussi vide, eh bien, on a deux ensembles vides, et là, l'ensemble des vaches et des canards sont identiques. Donc, c'est la seule manière. Tous les ensembles vides, en fait, quelque part, sont identiques. Tous les ensembles vides, peu importe le type d'ensemble qu'ils représentent, tous les ensembles vides sont identiques. Donc, ça veut dire que si je définis que tous les ensembles vides sont égaux, et même hein, l'ensemble des vaches, hein, c'est qu'en fait, quelque part, l'ensemble vide existe, puisque tous les ensembles vides sont égaux à un seul ensemble qui est l'ensemble vide. C'est que ça prouve qu'il y a bien l'existence de cet ensemble vide, et que cet ensemble vide, je veux dire, existe, bien qu'il soit vide. Voilà. Bien sûr, cet ensemble vide existe, bien sûr, aussi bien dans le langage que dans la notion ensembliste des mathématiques. Hein. Voilà. Voilà. Tout comme le nombre, donc le concept du vide a son pesant d'or en fait. Le concept du vide a son pesant d'or et en fait de son existence, bien qu'un ensemble de vide contient un élément au zéro élément qui n'existe pas, mais l'ensemble vide a son pesant d'or, il existe et on le symbolise alors qu'il représente rien du tout. Voilà, c'est tout comme le zéro. Je vous ai expliqué auparavant qu'il y avait le zéro, mais il représente dire l'absence. Eh bien, nombre zéro existe quand même et voilà. Et pour mieux vous en convaincre, ben, quelqu'un qui reçoit un zéro pointé, ben, il sait très bien que le zéro existe. Voilà. Et là, psychologiquement, un zéro a une influence. Le vide a une influence. Quelqu'un qui a une cotation de zéro, mais il fera en sorte qu'il bon, il recevra, dire, comment est-ce qu'on appelle ça euh, il ressentira psychologiquement parlant. Voilà. Bien, donc autant dire que le vide a une influence. Tout comme les personnes qui sont qui ont une certaine solitude, qui sont trop vivent une certaine solitude, autour d'eux, ben, je veux dire, il y a une absence, donc un vide, et je veux dire, ils s'en rendent psychologiquement, je veux dire, malade. Donc on ressent le vide, il est ressenti, sous, dans beaucoup de façons possibles. Donc, le fait d'avoir créé l'ensemble vide ou d'avoir créé la valeur zéro en arithmétique, ça c'est pour les notions ensemblistes, ça c'est pour en arithmétique. Notion ensembliste, c'est un monde des mathématiques qui faisait référence à la théorie des ensembles. Et en arithmétique, c'est le monde des calculs avec les 4 opérations plus moins fois divisé. Et bien sûr, les, les propriétés qui en découlent. Donc, vous voyez que le vide et le zéro ont une signification, je veux dire bien que ils représentent à eux deux, on va dire le vide. Le vide. Bon, maintenant, vous allez me dire, ça c'est au niveau mathématique, mais en français, ben, en français c'est pareil.
on a attribué, je veux dire, des notions, je dirais même qu'ils ont été mal attribués, euh, et on peut bien sûr interpréter dans différentes manières. Par exemple, euh, pas le moindre petit canard autour du ruisseau. Pas le moindre petit canard autour du... Ben, pas le moindre, ça fait pas le moindre, c'est en français. Pas le moindre, c'est en français. Pas le moindre, c'est signifie le vide. Pas le moindre petit canard, ça veut dire absence de canard. Voilà, donc vous voyez qu'en français, on a attribué le vide par différentes façons d'interpréter. Une autre manière d'interpréter le vide, mais par exemple, je dirais aucun mathématicien n'a pu démontrer le théorème de Fermat. Aucun, mais fatalement, ça représente le vide. Si je dis quelqu'un toque, toc, 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 je me pose la question qui est entré, qui est entré, personne, personne, il n'y a personne, mais personne, ça représente le vide. Bon, qu'as-tu mangé cet après-midi? Ben, rien, c'est encore le vide. Donc le vide en français peut s'interpréter de différentes manières. Oui, aucun, rien, pas. Donc il y a une richesse, je veux dire, au niveau de tous les langages, hein, il n'y a pas que le français, qui attribue, je veux dire, beaucoup je veux dire, de, de signification, euh, voilà, d'interprétation, de signification du vide. Pas le moindre, aucun, rien, personne, voilà. Nul, nul, nul commerçant n'a le droit d'ouvrir ses portes demain. Eh bien, nul, voilà, etc. Ben, on peut trouver beaucoup de mots via la richesse du vocabulaire, que ce soit dans n'importe quel type de langage, et notamment en français, qui va signifier que ça représente le vide. Voilà. Bon, maintenant, ça se fait au travers, bien sûr, de pronoms, d'adjectifs, mais bien sûr, comme je vous l'ai dit tout auparavant, curieusement, malencontreusement, mais certains adjectifs sont nommés plutôt pas adjectifs de vide, mais adjectifs, bien sûr, vous l'aurez compris, indéfinis. Ça a été aussi mal défini. Indéfini, pourquoi pas adjectif du vide. Donc vous voyez que malgré tout, ils n'aiment pas le français horreur du vide. Il a été attribué un nom à tous ces noms de vide. Tous ces noms qui interprètent le vide, eh bien c'est ce qu'on appelle, bon, soit si c'est des adjectifs indéfinis, voilà, voilà. Les adjectifs, ce seront des adjectifs indéfinis. Maintenant, il faut voir si on appelle ça pronom indéfini. Il faut voir si parce que les français, je ne me rappelle plus tellement, je veux dire pronom indéfini. Mais en tout cas, on aurait pu appeler ça les pronoms de l'ensemble vide. Voilà, je vous remercie beaucoup.